Nous sommes en train d'enquêter sur une situation du côté qui se déroule du côté de Mbalmayo. Cela fera l'objet des dénonciations lorsqu'on aura bouclé toute notre enquête. Il y a quand même mort d'homme. Une situation qui s'est déroulée du côté des services de police, du côté de Mbalmayo. Une affaire très bizarre quand même. Nous sommes en train de compiler encore tous les éléments pour en faire une dénonciation. Lorsque nous avons dit cela, nous le disons donc encore en ouverture, nous l'avons fait savoir. Nous marquons un arrêt ce matin pour parler de la vente, comment vendre un produit commercial. Et là, nous sommes dans l'espace dédié à Mardi Entrepreneuriat. Comme d'habitude, nous passons la parole à Yossef Zambo qui nous plante le décor. Parfait. Ici, la vente d'un produit commercial repose sur plusieurs étapes qui allient stratégie, compréhension du marché et compétences interpersonnelles. Au niveau de la connaissance du produit, il faut déjà savoir que c'est impossible de vendre une chose dont on ne connaît pas. C'est-à-dire la majorité des personnes qui opèrent mal un procédé ou un argumentaire de vente ou commercial, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas bien assez ce qu'ils vendent. Donc il faut commencer par maîtriser ce que tu vends. C'est-à-dire, ça nous est toujours arrivé, qu'on vous propose à vendre un produit et que lorsque vous posez certaines questions pour comprendre dans le produit qu'on te propose, on te dit, monsieur, moi mon rôle c'est seulement de vendre. Vous pourrez passer en agence pour avoir plus d'informations. Ça, c'est pas bon. La deuxième chose, c'est de comprendre le marché et la concurrence. En réalité, en fonction du marché, tu sais comment tu vends ton produit. On peut par exemple te dire d'aller vendre les préservatifs peut-être en une zone purement islamique. Ça sera tellement compliqué. À la limite, tu pourrais même te faire lyncher. D'aller vendre les préservatifs du côté d'une mission. Par exemple. Donc quand vous ne maîtrisez pas quand vous ne maîtrisez pas le marché, vous ferez des erreurs comme celle-là. Et parfois, ça peut vous coûter beaucoup. Donc, c'est important de maîtriser. Donc, là, nous avons en face un problème de cible. De cible, c'est le marché. Comprendre le marché, les qui sont là. Il faut s'agresser à qui, comment. C'est important. La concurrence est aussi très utile. Parce qu'en réalité, lorsque vous savez ce que les autres proposent, qui se rapprochent de votre produit, vous saurez comment prendre les spécificités de votre produit en fonction des autres produits pour savoir comment ajuster votre argumentaire. Donc, quand vous maîtrisez ce que les autres proposent, vous connaîtrez comment orienter votre proposition à vous. C'est très important. Et de l'autre côté, avoir un message clair. Parce qu'en réalité, toute chose qui est bien structurée, bien harmonisée, bien compris, lorsqu'il faut l'expliquer, tu le fais avec les mots les plus simples et avec une aisance légendaire. Mais si tu vois quelqu'un qui titube autour de son produit, quelqu'un qu'on a l'impression qu'il réfléchit pour vendre son produit, on a cette impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et ça peut jouer aussi sur ceux qui doivent acheter. De l'autre côté, on a des gens qui utilisent des approches. C'est important de savoir utiliser des approches les plus adaptées. Parce que tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est en train de manger, quelqu'un qui est en train d'échanger avec son collègue, son partenaire. Tu t'incrustes dans la conversation et de dire j'ai des bons produits à vous proposer. Je crois quand même que c'est toujours énervant de voir les gens qui s'y prennent de cette manière. Ou d'arriver par exemple pendant que les gens sont dans un moment négatif et de penser que tu peux avoir le culot de leur vendre quelque chose alors qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas bien à eux. Donc c'est important d'avoir une approche très adapté en fonction de qui est devant toi. Ce que tu vends aux professionnels, tu ne vends pas de même aux religieux, tu ne vends pas de même aux commerçants. Il y a des approches qui diffèrent en fonction de la cible qui est devant toi et c'est important d'établir une relation de confiance avec ceux que tu échanges avec eux. Ce n'est pas toujours de venir les brusquer par rapport à la vente de ton produit, mais de créer une sorte de lien en 30 ou 3 secondes pour qu'ils aient la lucidité de t'écouter. Pour terminer, on a le suivi après-vente. Il ne faut pas juste balancer un produit aux gens et de tourner le dos. Il faut se rassurer aussi que, est-ce que lorsqu'ils ont utilisé, est-ce qu'ils ont été satisfaits? Et si jamais ils sont satisfaits, ces derniers reviendront vers toi pour te donner les mots positifs et les choses négatives vous permettront justement d'améliorer votre produit. Et n'oubliez pas toujours de vous former et d'améliorer vos compétences de vente tous les jours. Et c'est l'ensemble de ces 8 éléments qui font de vous un bon vendeur.
Merci, hein, Yosef Zambo. J'ai colle le mot sur le service après-vente. Moi, j'ai été très surpris. C'est la toute première fois que j'ai vu ça de ma vie. Ibrahim, j'ai acheté un téléphone dans une grande maison il y a pratiquement 2 ou 3 mois. Je vais préférer taire la marque du téléphone pour ne pas faire une publicité. Moi, j'ai acheté un téléphone et j'ai parti. Mais j'ai été très surpris que 2 mois plus tard, on m'appelle encore de cette maison pour me dire bonjour monsieur. Il dit bonjour. Est-ce que ça va? Je dis ça va. Alors on me rappelle que vous êtes venu acheter un téléphone ici tel jour, vers telle heure. Nous voulons nous rassurer si vous êtes satisfait pour l'instant de ce téléphone. Ah, ben, j'étais d'abord très surpris. J'ai dit oui, je suis très satisfait. Est-ce que la charge, ça garde bien la charge? Je dis non, ça garde bien la charge. Et le confort d'écoute, comment vous le trouvez? Est-ce qu'on peut améliorer? J'ai dit le confort d'écoute est impeccable. Et la dame me dit, n'hésitez pas, si jamais vous avez un petit souci avec ce téléphone, revenez-nous. J'ai dit merci madame. Bonne journée monsieur. Ça se passe au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun. Je vous assure, Ibrahim, j'étais perdu. On passe à parole. Vous êtes tombé sur une personne qui est formée. Une personne qui est formée, c'est une personne qui sait qu'on ne célèbre pas le fait de conclure une vente, mais on célèbre le fait d'engager une nouvelle relation avec un client. Et c'est ce que ce service après-vente a compris. Et je crois que c'est après cet appel, Perfecto peut-être, que tu as enregistré leur numéro de téléphone. Donc, elle est allée dans la deuxième dynamique de créer une relation qui peut perdurer. Et entre-temps, j'ai dû envoyer au moins 3 personnes. Ben voilà, et c'est ça la stratégie en fait des vrais vendeurs, parce que il faut savoir vendre. Malheureusement, on assiste à une période où la jeunesse pense que quand tu vends, tu es un petit. Quand tu vends, tu es vraiment un gars qui ne sait pas, qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas réussi dans la vie. C'est une erreur, parce que en réalité, le cœur d'une entreprise, c'est la vente. Le poumon d'une entreprise, c'est la vente. Même le Premier ministre se vend. Même le président de la République se vend. Vous-même, vous êtes un vendeur. Vous êtes des vendeuses. Vous vendez ce que vous avez, vous vendez ce que vous pouvez offrir, vous vendez ce que vous proposez comme produit. Pour pouvoir, quand j'ai lu cette thématique Perfecto, comment vendre un produit commercial, vous savez, la vente a toujours reposé sur un minima de 4 éléments. Un minima, depuis même l'Antiquité. C'est-à-dire que il s'agissait premièrement de la capacité du vendeur à savoir vendre, à savoir convaincre, à savoir persuader, parce qu'il y a des gens qui ont cette habilité naturelle. Deuxièmement, ça prend en compte le canal de la vente. Parce que il y a des canaux que si vous empruntez, il y a des ventes que vous ne ferez jamais. Les personnes que vous avez ciblées pour pouvoir venir répondre à un besoin, on les retrouve dans certains lieux. On les retrouve sur certaines plateformes. Si vous avez le canal approprié, vous allez vendre. Si vous n'avez pas le canal approprié, vous n'allez pas vendre. Donc il y a toujours un canal, que ce soit depuis l'Antiquité, les grands marchés où quelqu'un peut vendre un produit, ou les foires où quelqu'un vient avec un produit de dégustation, il y a toujours un canal de vente. Et il faudrait que les entrepreneurs puissent identifier principalement quels sont les canaux qu'ils utilisent pour vendre leurs produits et quels sont les canaux qui correspondent en réalité à la vente de leurs produits. Le troisième élément a toujours été la psychologie du consommateur. Et parce que oui, il y a toujours cette analyse du marché sur la cible. Par exemple, je prends deux segments. Ceux qui sont relativement en conditions économiques faibles, qui sont un peu pauvres. Parfois ici, eux, ils achètent essentiellement les besoins basiques et rudimentaires. Il faut manger, il faut payer le courant, il faut se déplacer. C'est ça où va leur argent. C'est là où va leur argent. Mais ceux qui se permettent d'acheter des choses un peu plus luxueuses, etc., c'est pour les élites. Mais non, l'élite en réalité a une psychologie de je vais l'avoir en tant que le premier à l'avoir consommé. Ben écoutez, moi aussi je prends du bonus comme ça pour boire, c'est l'eau de la vie, ce genre de choses-là. Et donc, si vous n'entrez pas dans la psychologie des différentes périodes, parce qu'en fonction des temps et des périodes, il y a la psychologie des consommateurs avec laquelle il faut travailler. Et c'est sur la base de la psychologie des consommateurs et de la cible qu'on trouve le bon discours, la bonne argumentation pour pouvoir vendre. Et le quatrième élément qu'il faut toujours considérer pour pouvoir vendre un produit commercial, c'est la capacité à innover, à proposer quelque chose de mieux. Parce que je sais pas ce qui arrive aux humains, mais ils raffolent du nouveau. Quand quelque chose est nouveau, il faut qu'on
on aille prendre. Tu as vu le nouveau iPhone? Non, il faut que j'aille prendre. Peut-être que toi-même, tu allais prendre l'iPhone 16 Pro Max là-bas. C'est-à-dire que dès que tu as entendu que c'est sorti, tu allais prendre. Donc, toi-même, tu tombes dans les choses comme ça. Non, moi, je suis en train de dire que si elle est perfecte, lui-même, il aime les choses nouvelles, c'est parce que ça marche et que tous les entrepreneurs doivent être dans une dynamique d'amélioration continue et de progression pour que, ben voilà, on quitte des choses anciennes pour passer aux choses nouvelles. De toutes les façons, c'est également biblique. Hein? Christian Essemi, c'est bien beau de mettre sur pied un produit, c'est bien beau d'imaginer un produit, mais est-ce que l'aspect ayant trait à la vente de ce produit n'est pas fondamental? Oui, merci parfait pour la question. Il faut dire qu'en réalité, lorsqu'on a conçu un produit, on l'a mis sur pied, la vente se trouve être la vitrine. C'est la chose à la fois facile et difficile. Elle est facile parce qu'en réalité, lorsque j'ai écouté mes deux prédécesseurs, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Et ce sont des éléments, j'allais dire, de base. Ce sont des éléments, j'allais même dire, universels que tout le monde connaît. Mais ce qu'expliquait Ibrahim tout à l'heure, c'est que chaque produit a une complexité qu'il faut prendre en compte pour construire autour de ce produit-là une stratégie de vente. Et puis, il y a aussi les environnements, il y a les lieux, les espaces de vente. Par exemple, on ne vendrait pas un produit à Yaoundé qui est destiné aux citadins comme on le vendrait dans mon village. Dans mon village, il faut adopter notre stratégie pour pouvoir faire passer ce produit-là. Il faut l'adapter à l'environnement, il faut l'adapter à la psychologie du consommateur. Il faut adapter même le message à la condition, à la psychologie du consommateur qu'on voudrait avoir. Mais globalement, il faut retenir qu'en réalité, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne prospèrent pas parce qu'en réalité, la stratégie commerciale qui est mise en place, elle est soit inadaptée au marché. Donc, on n'a pas pris le temps d'observer, de construire ce qu'on appelle le besoin. Où est-ce que mon produit, vers qui j'oriente mon produit, quel est le besoin en réalité que ce marché exprime et comment mon produit peut participer à atténuer ou à résoudre ce besoin-là. Parce que lorsqu'on maîtrise déjà son produit, maîtriser le produit ne veut pas dire parfait, de dire ce produit fait ci, fait ça. Mais il faut être capable de connaître aussi les faiblesses de son produit. Parce que c'est à partir des faiblesses de son produit qu'on raisonne, qu'on construit un discours convaincant pour amener les gens à les mettre en confiance, à les mettre justement en situation d'achat. Parce que si vous fondez le discours seulement sur les forces de votre produit et vous ignorez complètement les faiblesses, lorsque cela reviendra plus tard, vous ne serez pas à même d'apporter un argumentaire qui puisse faire crédible. Donc, maîtriser le produit, c'est cela. C'est dire, mon produit que je mets sur le marché, il est fort, voilà ses forces, mais voilà aussi ses faiblesses que je connais. Comme je connais ses faiblesses, elles sont dues à ci, à ça, à ça. Voilà comment je me porte vers ce marché-là. Et lorsqu'on va vers ce marché, comment est-ce que je construis donc aujourd'hui le discours pour atteindre ma cible? Ça, c'est plus important et c'est là où la vente devient intéressante. Et il a évoqué tout à l'heure. Avec quel discours est-ce que j'irai pour amener Ibrahim, Alain, à s'intéresser d'abord à mon produit? Parce qu'il faut dire que pour acheter, il y a une démarche qui est fondamentale. Tout à fait. Est fondamentale. Le prospect que vous avez devant vous ne vient pas, lorsque vous lui avez parlé, il vient simplement acheter. Il faut attirer son attention. Donc, il faut d'abord le mettre en confiance, comme il a dit. Tout part du premier contact. Lorsque le premier contact, il a raté, là, on est dans le cadre du marketing, ou j'allais dire du marketing de contact, naturellement. Donc, tout part justement du premier contact. S'il est bon, vous le mettez en confiance. Si vous avez raté, vous avez moins de chances d'attirer son attention et donc, plus tard, de passer de prospect à client. Donc, il y a donc tous ces éléments et c'est à l'entreprise, donc en ce moment, qu'on construit en réalité le discours, la démarche, l'attitude, l'habillement même. C'est-à-dire, lorsqu'on vous voit vêtu, lorsqu'on vous voit arriver, quelle est l'attitude que vous allez adopter? Si vous trouvez quelqu'un dans son bureau et vous y entrez, vous sortez du soleil, c'est normal, vous êtes commercial, vous avez parcouru un certain nombre de choses, mais vous y entrez, vous transpirez à grosse goutte, vous faites des machins. Ça ne fait pas déjà bonne impression. Oui, ça ne fait pas bonne impression pour la personne que vous trouvez confortable. Oh, alors vous êtes bien crasseux?
ça fait pas bonne impression pour le produit que vous venez présenter en réalité. Donc, il y a ces éléments-là qui sont des éléments importants et qui doivent s'inscrire dans une stratégie qui répond globalement à ce que l'entreprise recherche derrière. Très bien. Il n'y a pas que des ventes. Et il y a un aspect, peut-être qu'on y revient. Mais il y a un aspect qui, pour chuter, il y a un aspect qui est très, 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 très important. C'est justement ce que le suivi après-vente. C'est un aspect du commercial qui est très très important. On ne fait pas que le suivi comme on l'a fait pour vous, parce que lorsqu'on l'a fait là, on vous dit est-ce que le téléphone il va bien, est-ce que... Mais le suivi après-vente aussi, c'est de recueillir en réalité les critiques sur votre produit. C'est d'écouter le comportement de la clientèle autour de votre produit, leurs attentes, leurs limites face à la satisfaction qu'elle aurait dû avoir. Et en ce moment, lorsque vous avez recueilli ça, vous êtes à mesure donc de vous amender, de vous mettre à la page et de savoir effectivement vers quelle direction désormais refaire. C'est pour ça que les stratégies commerciales ne sont pas des données qui sont figées. Ce sont des données dynamiques en réalité qui se construisent au fur et à mesure que le produit gagne en notoriété et que le marché s'agrandit. Merci Christian pour toutes ces explications. Alain Douc, du côté des grandes écoles en marketing et de commerce, il y a tout un cours qui est intitulé La vente. C'est le cas par exemple du côté de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. De ce côté, Alain Douc, on vous fera comprendre que on ne vend pas seulement un produit commercial, comme nous l'avons dit, mais un être humain, toi-même, tu peux te vendre et tu dois te vendre. Alain Douc doit savoir se vendre. Est-ce que le commun des mortels le sait encore? Parfait. On dirait qu'on a communiqué par télépathie parce que quand je méditais, ce que je dirais après mes prédécesseurs, c'était de faire comprendre qu'en réalité, c'est... Ayant eu des expériences de vente, j'ai jugé que c'était un des métiers les plus fastidieux, difficiles, parfois ingrats. Mais en réalité, tous les aspects de la vie sont régentés par la vente. On vend à tous les niveaux. Rien que par ta posture ici dans cette émission, tu es en train de te vendre. Tout à fait. Tes attitudes, tes aptitudes, la qualité de ton panel te vend. Oui. L'environnement technico-artistique vend. Tout est vendre. En politique, on se vend. Il y a le marketing politique. Oui. Revenons même dans la technicité même de la rédaction d'un papier journalistique. Nous sommes 3 journalistes ici. On veut que tu commences à rédiger le papier avec une attaque qui donne envie au lecteur d'aller plus loin dans la lecture. Tout à fait. Donc on a même l'impression que dans la technique rédactionnelle, on veut que tu saches vendre ce que tu es en train d'écrire, monsieur. Donc tout est vendre. Mais il faut prendre sur soi quand même, lorsqu'on veut vendre, d'étudier à qui on veut vendre. Un minimum. Parce que comme on parle de l'accroche, la façon d'introduire la communication auprès du prospect, du potentiel client, il faut quand même un tantinet connaître qui il est. Vous allez venir là, aujourd'hui, vous ne connaissez rien de ces horaires. Par exemple, vous voulez vendre téléphoniquement, vous l'appelez à un horaire où il n'est pas disposé à vous écouter, il sera même très irrité. Vous-même, vous avez déjà créé un obstacle à la vente. Ah oui. Donc aujourd'hui, dans un monde totalement plié à la cybernétique, avec les réseaux sociaux, etc., il faut prendre du temps pour étudier, avant le premier contact, au moins celui ou celle à qui on va s'adresser. Vous allez voir ses goûts, ses préférences, le genre de sujet ou de causes dans lesquelles la personne s'investit, etc. Vous arrivez donc à construire ce qu'on appelle le buyer's persona. C'est-à-dire vous pouvez faire ce qu'on appelle une espèce de portrait robot de celui à qui vous voulez vendre. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut connaître non seulement, Joseph le disait tout à l'heure, le marché, mais il faut bien connaître aussi ceux qui composent le marché, la clientèle. Et chacun même possiblement, en particulier l'enjeu étant non pas seulement d'étendre numériquement le nombre de clients, mais de gagner chaque client pour que chaque client puisse revenir pour une nouvelle vente et pourquoi pas vendre pour vous. Je pense que quelqu'un parmi vous l'a dit. Donc maintenant il y a tout ce qui entoure donc par la suite après l'accroche. Vous-même, votre façon donc de présenter le produit. Parce que la communication,
elle n'est pas seulement sur le produit, et je pense que c'est là où Parfait voulait en venir tout à l'heure. fait. Vous communiquez, monsieur. Vous dites que votre produit produit la joie, va vous rendre heureux, machin. Mais vous, on Alors ne lit. que vous êtes très nerveux. On ne lit pas la joie. On ne lit pas la joie. Il vous regarde et vous êtes en contradiction avec ce que vous vendez. Il y a un problème. Hein, Il y a donc la communication au travers de son apparence personnelle. Et puis, il y a une erreur que même les commerciaux qui ont de grandes compétences commettent parfait. C'est-à-dire que le tout n'est pas simplement dans la persuasion, maîtriser son produit. Mais encore, faut-il que vous sachiez écouter le client. Ouais. La communication, il y a cette dimension de la communication. Le prospect peut se sentir très agacé d'avoir quelqu'un qui pense que lui, il est arrogant, il connaît tout, etc. Il passe, il a un plein moulin à parole, il en place une après l'autre. Non. Vous devez être ouvert, être à même d'écouter le client et faire des retours, des relances par des questions que le client, auxquelles le client va répondre et se préparer notamment aussi aux objections. S'il est vrai que pour persuader, vous devez connaître votre produit, apprenez aussi que votre produit, il n'est pas peut-être aussi parfait que ça, quelqu'un le disait, et vous devez donc vous préparer à gérer de la façon la plus optimale toutes les objections qui peuvent naître. Donc vous-même, vous devez faire des scénarios, des possibles objections, des questions qu'on peut poser et qui peuvent être source de gêne sur le produit. Et là, vous allez constater que tous les vendeurs, finalement, à un certain niveau, doivent faire montre de ce qu'on appelle les spin operations, c'est-à-dire un peu de propagande, donc un peu de manipulation, finalement. Parce que vous allez devoir, à un certain moment donné, jouer un tout petit peu sur la psychologie du prospect ou du client pour persuader. Très bien. Voilà. Merci Alain Douc pour ce regard. Nous allons lire à nouveau ces nombreuses contributions. Bonjour Perfecto, je suis fan de votre costume ce matin. Bonjour à tout le panel. Merci bien d'évoquer cette thématique. Souvent nous tombons sur les vendeurs qui ne maîtrisent même pas le produit qu'ils nous présentent et on se retrouve à utiliser des produits qui nous causent des problèmes après. C'est Aristide Mboudou depuis Oja qui envoie cette contribution. À notre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Quelques soucis avec nos messages ce matin. Hein? C'est pas ce qui ne va pas. Alors, prenons celui-ci. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Mais la personne a simplement envoyé une photo. Alors que nous parlons de vente, peut-être c'est sa manière à elle aussi de se vendre. Un autre message. Hein? Bonjour Monsieur Parfait, ici bonjour. Que Monsieur Joseph Zambo arrête de faire arrête de faire les requêtes de cotisation sur la mort du critiqueur Michel depuis Yaoundé. Il faut lire mon message s'il vous plaît, merci. Ouais, j'ai lu. Bon, ça vous envoie écouter. Je vais gérer ça tout à l'heure. C'est vrai que moi je ne comprends rien. Hein? Non, je pourrais t'aider à faire comprendre. Bonjour Perfecto, cette femme doit quitter ce monsieur. Non, nous ne sommes plus au niveau de la dénonciation. Hein? Alors, nous prenons ce message du plus 49. Je pense que le message il est plus actualisé. Avant de donner mon avis, je dois dire que c'est un message du plus 49, c'est l'Allemagne. Avant de donner mon avis sur le sujet, parfait, tout à l'heure, tu disais que chez nous, la satisfaction par derrière est partout, mais je reste et demeure africain. Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. De toute façon, on est passé à autre chose. Hein. On est plus à la dénonciation. Je n'ai jamais vu une chose pareille, vraiment. Alors, bon, maintenant, je vais m'attarder sur la dénonciation. Hein. Alors, pour la dénonciation, voilà quelques étapes pour le centre commercial d'un produit. 1. Connaître son marché, identifier la cible, âge, besoin, budget et analyser la concurrence. 2. Positionner le produit, définissez son bénéfice principal et ce qui le différencie. 3. Fixer le prix, tenez compte du coût, de la valeur perçue et du prix du marché. 4. Choisir les canaux, sites web, réseaux sociaux, boutiques, distributeurs, etc. 5. Créer le message, utiliser
Utiliser un ton adapté, émotionnel, rationnel. 6. Tester et ajuster. Lancer une petite campagne. Mesurer les résultats et optimiser. Texte, visuel, prix. 7. Fidéliser. À demain 10h. Oui, à demain 10h, chers frères. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, bonjour, parfait. Le Anissé Georges Ekané de la modération. La thématique pose 4 problèmes. Premier centre d'intérêt, le marketing digital. Canaux utilisés, Facebook, Instagram, Link, Google, Firefox, etc. Implémentation travaillée, le porte-à-porte, 2. La proximité avec le client, le cas du téléphone de parfait. 3. Le sourire du vendeur. 4. On ne peut pas vendre si on a la figure triste. La figure triste sombre entre parenthèses. Conséquence, on retrouve son chiffre d'affaires. C'est Thomas Noir du côté de Bobogo à Yaoundé. On prend cette autre contribution. Bonjour, Perfecto. La lettre que tu viens de lire là vient des chefs du village, de ton ami le docteur Georges Etoile Youno de l'université des Bois-Loire. Et le maire incriminé est son dur pote. Bon, vraiment, moi ça me sert à quoi? C'est le docteur Etoile qui est mon ami. Bon, lui aussi il est libre d'avoir ses amis. Pourquoi tu viens me rappeler que... Vraiment, il me dit également que c'est également le village de ton invité sur le plateau, mon bras petit frère Yosef Zambo. C'est Alfred Monkam de Ngwazib depuis Oja. Bonne émission anyway. Il est renseigné. C'est le chez moi. On parle de la femme, la veuve femme de mon grand-père. Ouais. Et tu n'as rien dit hein, pour la défendre. J'étais pas là. D'accord. J'étais de côté quand ça se passe. Il va te regarder comment? Non, c'est notre maman. On va résoudre ce village. Vous êtes en train de... Enfin, passons. J'ai dit que nous allons y revenir. C'est pour ça que je suis resté tranquille. Bonjour, parfait. Les gens qui t'ont vendu le téléphone savent que tu n'es pas un homme avec qui on peut blaguer. Donc, mais non, vous n'allez pas fustiger tout le Camerounais comme ça. Donc, ils avaient intérêt à te donner le bon téléphone. Sinon, ils auront la mauvaise publicité de ta part. Car tout le Cameroun te connaît. C'est Jimmy depuis Mobile Konengi. Ouais, Jimmy. Non, ils font ça à tout le monde. Ça... Bon, on prend peut-être 2 dernières réactions, hein, ou 3. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait ici. Je suis votre fidèle téléspectateur, Joseph Jovit Bando, Assikoum. Avec votre permission, je souhaite connaître où se trouve votre... vraiment... Vous avez des problèmes. Hein? Nous parlons des problèmes importants. Vous nous amenez dans la gadoue. Voilà. Et on saute. Voilà. Alors... Nous revenons donc rapidement sur le plateau, mais avant, un dernier message. Bonjour les démineurs, moi je n'entre plus dans un certain magasin. Ils font des ventes forcées. À un moment, ça devient de l'arnaque. Nous n'avons pas de monnaie. Prenez un chocolat 150. Ils reçoivent des centaines, voire plus d'un millier de personnes. Il y a 3 caisses qui peuvent chacune faire le coût à 100 personnes par jour. Donc 300 fois 150, ça fait 45 000. Fois 7 jours, ça donne 315 000 fois 52 semaines, ça donne 16 380 000 de ventes forcées. Incroyable. On connaît. Cerise sur le gâteau, on vous vend un emballage publicitaire. C'est Ndoumbé, à proximité de la maison jaune à Essoas. C'est vrai quand même que c'est pas bien. Cette affaire, vous allez dans un supermarché et on vous vend l'emballage. Habituellement, je dis souvent ça aux filles de la caisse. Lorsque vous achetez un produit dans un supermarché, vous allez le mettre dans votre poche. Vous êtes supposé acheter un produit avec son emballage. Quand vous achetez un produit dans un supermarché d'Orve, à Santa Lucia, à Niki, et que sais-je encore. Donc dès que vous achetez un produit, vous mettez dans votre poche de veste.
pourquoi on vous vend l'emballage? C'est-à-dire que vous avez acheté le produit et on vous facture aussi l'emballage. Je pense qu'un jour, hein, nous allons en parler dans le cadre Estampillé, de l'emballage. ce projet. Et en plus, l'emballage est estampillé. Pour nous qui avons fait publicité, cela signifie que vous avez acheté l'emballage et vous êtes là agent publicitaire. C'est-à-dire que vous marchez en route là avec l'emballage Santa Lucia, Niki, que sais-je encore. Oh, tu as acheté ça, tu as acheté l'emballage là. Et toi, tu es l'agent publicitaire, tu as l'emballage Santa Lucia main. Et tout ça. Non, c'est de l'arnaque. Voilà, on peut parler, on rit, mais on va y revenir. Youssef Zambo, nous parlons encore de la vente ce matin. Finalement, que doivent comprendre de manière globale ceux qui vendent des produits? Il y a un téléspectateur que nous parlait tout à l'heure du prix. Je pense que c'est fondamental également dans la vente. Comment fixer le prix de son produit? Alors, la réalité, c'est que les gens confondent énormément ce que veut dire un commercial et ce que veut dire un vendeur. C'est deux personnes qui ont un peu des fonctions légèrement similaires, mais ça n'a rien à y voir. Quand on parle d'un vendeur, un vendeur se concentre sur la vente directe. C'est quelqu'un qui part au corps à corps. Ils sont habituellement en entreprise. C'est-à-dire quand vous partez par exemple à la boutique Techno, Samsung, iPhone, excusez-moi de citer les noms, mais là-bas on trouve des vendeurs, ils arrivent à l'accueil. C'est des personnes aimables, c'est des personnes qui savent s'exprimer, ils ont une... Gentils, sympas. Oui, ils ont une élégance, une éloquence. Des personnes courtoises. Ah oui, oui, c'est de bonnes personnes qui... Bonjour monsieur, comment vous allez? Et tout qui vous accueille. Qu'est-ce que vous voulez comme téléphone? Qu'est-ce que vous amène? Afficheur, pochette, chargeur, vous voulez un nouveau téléphone, Ce sont eux qu'on appelle des vendeurs. Mais sauf que les stratégies de vente, ce n'est pas eux qui développent. C'est les commerciaux. C'est-à-dire c'est le commercial qui développe les stratégies de vente. Lui, il a un rôle un peu plus large. Mais le vendeur, c'est le vis-à-vis. C'est celui qui ancre au choc avec la personne. Donc, ce n'est pas lui qui définit les prix. Ce n'est pas le vendeur qui définit les prix. Ce n'est pas le vendeur qui... Lui, on lui donne l'ensemble des éléments d'un produit qu'il prend connaissance. Il utilise maintenant ses compétences personnelles pour pouvoir donc générer un argumentaire qui, en fonction des circonstances et des approches différentes, en fonction de comment les clients viennent, il saura comment harmoniser son speech pour pouvoir faire acheter le produit à la personne. Maintenant, le commercial, c'est qui? C'est une personne qui développe, comme j'ai dit, les stratégies de vente. C'est lui qui fait la prospection et la gestion des relations clients, même à long terme. Or, le vendeur, lui, il est beaucoup plus sur le là. C'est que toi, tu dois acheter mon produit. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ton cerveau là, pour que tu achètes mon produit? Et ils sont encadrés donc par les commerciaux. Merci, Christian et Simi. Est-ce que nous n'allons pas constater quelque part que plusieurs produits ont connu une mort au niveau du marché à cause des mauvaises stratégies de vente? Oui, c'est un problème qui arrive de façon récurrente. Je l'ai dit lors de mon premier propos ici. Je l'ai dit en réalité que on peut avoir un bon produit, on peut le développer, on peut le designer comme on veut, aussi élégant, aussi éloquent qu'il peut être, mais la vente vient le tuer. La vente vient le tuer parce que je disais effectivement, c'est une démarche à la fois facile et complexe. Par exemple, un produit pour mourir sur le prix. Oui. Sur le prix qu'on fixe. Parce que le prix ne se décide pas forcément sur simplement ce qu'on a mis ou ce qu'on a mis à l'intérieur dans le produit pour le faire machin. Il y a beaucoup de conditionnalités qui se prennent. La cible à qui est destiné ce produit-là, quelle est sa capacité à acheter? Jusqu'où est-ce que cette cible-là est capable d'aller acheter? Il y a la concurrence. Son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est important. Il y a la concurrence. Est-ce que mon produit, par exemple, c'est une bouteille d'eau que je vais mettre sur le marché? Est-ce que ce produit-là qui va sur le marché aujourd'hui, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'eau que je vais retrouver sur le marché, comment est-ce que je fais pour faire passer mon produit en sachant qu'une bouteille comme celle-là, celle que je trouve sur le marché, coûte peut-être 200 francs ou 150? À quel moment, ou comment est-ce que je situe mon produit pour que, 1, je ne perde pas, 2, que mon produit puisse prospérer, et 3, que je trouve du succès? Ça, ce sont des études du marché qu'il faut faire très clairement avant de déterminer quel est le prix. Et il faut aussi dire que là-dedans, il y a beaucoup de démarches. On se dit certainement que si on fixe le prix, par exemple, à la bouteille, on fait des simulations. On se dit en réalité que sur 6 mois, avec ma stratégie commerciale, si j'ai réussi, donc je fais les bénéfices lorsque je vends en gros,
plutôt qu'en détail. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ne se décident pas au hasard. Et une émission comme celle-ci aurait demandé parfois peut-être un peu plus de temps pour entrer en détail, peut-être sur ces petites complexités-là. Parce qu'il y en a qui sont demandeurs. Beaucoup de produits, d'excellents produits, sont aujourd'hui invisibles sur le marché parce que la stratégie commerciale n'a pas été bonne, elle n'est pas bonne. Je prends un autre cas peut-être pour sortir. Vous voyez, moi je suis à Yaoundé, je vais dans une zone rurale, c'est pas moi, comme Okola, comme ça, je sais pas, Tontui. Je propose un produit à partir de Yaoundé, où je le conçois, je fais tout, et très bien. Je sais qu'en Tui, il y a toujours des problèmes d'électricité. Je sais par exemple, peut-être qu'en Tui, il n'y a peut-être pas toujours Internet à chaque fois. Mais je viens m'asseoir à Yaoundé, je vais ouvrir une page Facebook, je vais m'engager sur une démarche marketing digital pour atteindre ma cible, alors que je sais très bien que ma cible a des problèmes pour avoir Internet, pour avoir. Mais c'est ce canon-là que j'ai utilisé pour leur dire que venez. Ce canon-là que j'ai utilisé pour leur dire venez. C'est dans la mauvaise stratégie. Dans la mauvaise stratégie. Et du coup, donc, le produit, parce que ceux à qui le produit est destiné, il n'est pas arrivé. Ils ne le connaissent pas. Donc, je dois en réalité donc prendre en compte tous ces mécanismes pour se dire que si lui, Joseph, a réussi à Yaoundé avec un produit qui est urbain, parce qu'à partir du marketing digital, son produit a pris de l'ampleur, que je ne pense pas que le mien, qui est peut-être destiné à des agriculteurs, je ne sais pas d'où, qui peut les aider à fructifier leur production, je pense que la même démarche pourrait être meilleure pour mon produit. Donc il faut faire très attention en ce moment-là et il faut se dire, et c'est pour ça qu'on dit, il faut personnaliser le commercial de chaque produit. Merci. Ibrahim, Maxime, Julien, est-ce qu'il n'y a pas également un autre risque dans la vente? Qu'est-ce que j'entends ici par risque? Nous avons dit sur ce plateau, certains l'ont martelé, que bon, l'objectif d'un vendeur, effectivement, c'est de vendre. Sinon, il n'y a plus un vendeur. Alors, est-ce que nous devons arriver à la vente à tout prix, à tous les prix? Cela signifie quand même au prix du mensonge, pourvu qu'on puisse vendre. Alors, la question, elle est embêtante. Elle est embêtante parce que vous savez que je n'aime pas le mensonge. Pour un chrétien. Mais la vérité est que l'art de la vente, c'est l'univers de la manipulation. La manipulation mentale, la manipulation au travers des effets visuels, la manipulation au travers du branding. On manipule beaucoup l'esprit. On manipule beaucoup de mentalité dans l'art de la vente. Et je crois qu'il faudrait garder une forme d'éthique à chaque fois qu'on est vendeur. Et avoir un minimum de vérité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas 100% de vérité dans ce que tu racontes là, qu'il y ait quand même 70-80% de vérité dans ce que tu racontes là. Parce que de toutes les façons, le mensonge a les coups de jambes. Vous l'avez dit ici une fois, une mauvaise publicité peut permettre de vendre, mais ne peut pas permettre de revendre. Tout à fait. Ça veut dire que tu vas la voir une fois, tu vas pas la voir deux fois. Tu as fini de lui mentir que vraiment ce produit-là, c'est la magie, il va vibrer, etc. C'est la tension. Après, il n'a pas vibré, il n'a pas eu la tension. Mais il va plus jamais t'appeler et il n'y a pas plus mauvais élément qu'une mauvaise réputation. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des clients. La contre-campagne. La contre-campagne, c'est-à-dire les retours. Vous savez, quand vous vendez un produit et que le produit marche même bien, on vous appelle pas pour vous dire vraiment votre produit là, ça marche bien. Mais si votre produit ne marche pas bien ou qu'il a créé des dégâts, ah non, vous allez recevoir des coups de fil. Parce que vous allez avoir un taux de retour très élevé pour vous dire que monsieur, vous m'avez trompé, remettez-moi mon argent. Et lorsque ça commence, ça devient véritablement autre chose. Mais s'il y a une chose que je voudrais dire parfait ici, c'est qu'il faudrait, la façon de vendre en l'Antiquité et la façon de vendre aujourd'hui, c'est devenu deux mondes différents. Et il faut pouvoir intégrer, n'est-ce pas, les nouveaux canaux de vente, qu'on soit que dans les villes, qu'on soit dans les villages. Parce qu'on va quand même dire que les statistiques vous rappellent qu'il y a eu 26 700 milliards de dollars qui ont été présents et qui ont été gagnés spécifiquement à partir du marché digital. Et ça, ce sont des données de 2019, soit un quotient de 30% du PIB mondial. Donc, la digitalisation vient à peine d'arriver, mais on se rend compte que son activité de marché représente déjà 30% du marché, du PIB mondial. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on vend à partir des données, des data, d'un ensemble de systèmes qu'on met sur pied et les entrepreneurs doivent apprendre à apprendre ce système-là pour pouvoir mieux vendre, tout en restant honnête et ne pas être malhonnête. Parfait, je vais oui, Christian, en quelques secondes. Juste pour dire que, en réalité,
Les informations qu'ils donnent sont importantes pour la connaissance, pour la culture. Mais pour quelqu'un qui a son produit, qui veut le proposer à quelqu'un à Menganga, je pense que les données qui lui sont importantes sont des données au niveau du Cameroun. Oui, le Menganga. C'est de ça. Parce qu'en réalité, qu'on ne se perde pas sur des choses aussi lointaines, il faut rester. Parce que la vente, c'est un produit, c'est un marché, c'est une démarche, c'est un discours. Et tous ces éléments-là sont donc conditionnés par des données qui sont des données locales et qu'il faut prendre en considération. Alain, donc, que disons-nous à tous les vendeurs du monde entier qui nous regardent ce matin, probablement également à tous les clients, y compris les prospects? Connaître le marché, connaître sa cible, se connaître soi-même, connaître les limites du produit. Il faut que le produit soit bon, parce que vous n'allez pas aller vendre un produit qui n'est pas bon. Vous allez vendre une fois. Mais, pour le cas du Cameroun, il y en a qui vendent des produits qui ne sont pas bons. Hein. On sait comment ça va finir. Et il te dit que c'est le meilleur produit du monde. Parce que l'expérience client est déterminante. Parce que vous vendez une fois, bon, je vois que c'est ça, hein, dans l'écosystème camerounais des gens, c'est faire rentrer l'argent, même si c'est une fois, c'est pas un problème. Ils vont aller trouver d'autres cibles à duper. Mais à la longue, on sait que ça va créer un effet boule de neige qui va vous revenir dedans. C'est pour ça qu'on peut aussi mettre cela sur le compte de la désespérance du nombre d'entreprises peut-être. Parce que c'est ça, il faut être sérieux. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez vous projeter dans la durée. Vous venez dans le marché, il faut en avoir envie de rester le plus longtemps possible. Et il faut donc mettre des techniques, des stratégies marketing de fidélisation de votre clientèle. Et il faut qu'elle soit diversifiée, il faut qu'elle soit à point par rapport à la psychologie, aux réalités de vos prospects, de vos clients, etc. Il faut absolument que le client qui a acheté une fois soit quelqu'un qui va rester, qui va vouloir à nouveau acheter et qui sera même la caisse de résonance. Un ambassadeur. Voilà, pour vous, on dit quoi? Brand ambassador. Oui, voilà, ambassadeur. qui sera maintenant l'ambassadeur de la marque pour vous permettre au travers de lui de faire d'autres ventes, c'est ça. Youssef Zambo, lorsque nous parlons donc de vente ce matin, quel est le conseil que vous pouvez également donner à